Vous voudrez bien nous excuser pour ce retard de 3 à 4 minutes que nous accusons pour démarrer l'émission de ce lundi et nous sommes le 16 mars 2020. À la technique, le duo Vitogbe Kokou Michel Tomega et Géro Dakucha. Ainsi, vous pouvez suivre l'émission en direct sur Canal FM ou encore en direct ou en léger différé sur les antennes des médias partenaires à Neho, à Sokode, à Bassar, à Niamtougou, à Dapaon et très bientôt dans d'autres localités. Naturellement que par l'application ou bien par YouTube, vous avez également le son et l'image du club de la presse que nous animons avec les confrères qui s'installent au studio. Je puis déjà vous dire qu'il est là, le grand patron de Togo Breaking News, Didier Assogba. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Il vient de nous rejoindre aussi, lui c'est corps diplomatique togo.com, Jean-Baptiste Atisso. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Merci, nous allons être incessamment rejoints par un troisième confrère, mais par prudence, assurons-nous de l'évidence de sa présence au studio pour vous l'annoncer. Eh bien, nous démarrons cette nouvelle semaine avec les mêmes sentiments désagréables que la semaine dernière, à savoir d'un côté, la peur panique créée de par le monde entier par le nouveau coronavirus. De l'autre, c'est la polémique controversée consécutivement au scrutin présidentiel du 22 février. Sujet à passion, à polémique à souhait. Et nous allons faire l'effort de vous présenter les derniers développements et puis nous allons être enrichis par vous lorsque vous entrerez en ligne à partir de 12 heures sur nos deux numéros qui n'ont pas changé. Le 22 21 33 74 d'un côté, le 22 20 19 68 de l'autre. Comme c'est une tradition, nous démarrons l'émission par une pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est le philosophe hispano-néerlandais Baruch Spinoza qui nous enseigne que l'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Encore une fois, l'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Eh bien, nous allons venir aux deux plats de résistance, à savoir la peur panique consécutivement au nouveau coronavirus et également la situation post-électorale qui continue à prêter à polémique. Mais d'ici là, les préoccupations des consommateurs de par le monde et ici chez nous au Togo, pour dire que hier dimanche 15 mars, un peu partout dans le monde, c'est la journée spécialement dédiée aux consommateurs. Eh bien, au plan mondial, le thème était le consommateur durable. Et chez nous ici au Togo, les associations de consommateurs ont choisi de réfléchir sur le thème intitulé la consommation durable, la qualité des eaux en sachet, notamment les Pioata que nous consommons. Eh bien, ces eaux en sachet qui ne sont pas toujours de la meilleure qualité, à en croire les associations de consommateurs du Togo, notamment la Ligue des consommateurs du Togo et son autre partenaire, l'ATC, Jean-Baptiste Atisso. Voilà, ces deux associations nous invitent à bien regarder les eaux en sachet que nous consommons, mais je crois que les consommateurs voudraient également interpeller les pouvoirs publics à nous situer sur la qualité de ces eaux-là qui sont en vente partout. Jean-Baptiste? Oui, je crois que le sujet mérite vraiment
qu'on y accorde beaucoup d'attention dans la mesure où ce que nous consommons comme aliment et ce que nous buvons comme boisson, et quand c'est ingurgité, je crois que les dégâts que cela peut causer à chacun de nous sont irréversibles. Et c'est pour cela que d'abord les autorités du pays, en ce qui concerne les agréments qu'ils donnent aux sociétés, aux entreprises qui veulent commercialiser, produire d'abord et commercialiser, et surtout les eaux que nous avons dans d'abord dans les sachets, dans les bouteilles, tout ça là, par-ci par-là. Il faudrait quand même que nos institutions compétentes, notamment à l'université, on a l'ESTEBA la faculté qui quand même s'occupe de l'analyse de des aliments pour voir leur qualité, et au-delà de cela, il y a l'Institut d'hygiène aussi qui, dans une moindre mesure, peut s'impliquer dans la surveillance de ces entreprises qui veulent quand même se lancer dans la production et la commercialisation de ces multiples boissons qui pullulent dans nos marchés. Et au-delà de ça, je crois que ceux-mêmes qui sont derrière ces entreprises aussi doivent faire preuve de loyauté vers la nation. Quand vous voulez mettre un produit au niveau de la consommation, vous devez vous assurer de sa bonne qualité. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut faire du commerce que on doit quand même mettre en danger la vie des consommateurs. Sinon, dans des pays où les consommateurs sont bien protégés, je crois que quand vous êtes une entreprise et que vous mettez sur le marché un produit qui n'est pas de bonne qualité ou bien qui peut intoxiquer la population, rapidement vous tombez sous le coup de la loi et vous n'allez pas épargner les pénalités qui sont les pénalités qui doivent quand même prévues par la loi, qui doivent pas y échapper. Juste pour dire que on ne fait pas du commerce, on ne fait pas de toute marchandise du commerce. C'est bien de nous alimenter en eau, mais à condition que ces eaux-là soient vraiment de bonne qualité. Encore une fois, interpellation aux sociétés qui produisent l'eau, mais interpellation d'abord au pouvoir public, c'est leur devoir régalien de s'assurer de la qualité de tout produit de consommation courante, mais également interpellation, la TDE, ce n'est pas toujours que l'eau qui sort de nos robinets est de première qualité, et nous-mêmes qui avons creusé des forages à nos domiciles, il faut toujours faire analyser ces eaux-là pour que l'eau qui est la vie ne véhicule pas plutôt la mort. Mais au-delà de ce thème, au plan mondial et ici au Togo, il y a également des préoccupations qui sont propres aux consommateurs, notamment Liberté qui nous écrit à la page 7, nécessité de revoir à la baisse les prix des produits pétroliers. La LCT qui saisit encore le gouvernement pour ajuster le prix à la pompe au prix mondial, mais également autre préoccupation des consommateurs. Et là, c'est le combat du peuple qui revient sur l'interdiction prise par l'État togolais depuis le 13 juin 2019 de l'usage du bromate de potassium. Et le combat du peuple écrit que 9 mois après cette mesure, 90% des boulangeries et pâtisseries au Togo continuent à utiliser ce bromate de potassium. Et le combat continue également, s'en prend au glutamate monosodique et à toutes sortes de flopées d'additifs alimentaires que nous appelons communément les cubes. Et également toujours le combat du peuple qui écrit à la page 7 pour une utilisation raisonnée des pesticides. Le gouvernement convié à promouvoir les pratiques agricoles saines. Il dit à Sogba, les eaux de consommation courante, mais également le bromate de potassium qui entre dans la fabrication de nos pains et autres pâtisseries, et également ces insecticides
qui sont utilisés sur les produits et qui nous causent beaucoup plus de dommages que nous apportent de la santé. Oui, naturellement, ce n'est qu'un constat amer que dressent nos confrères et notamment les associations de consommation. C'est généralement au Togo et on excelle dans la prise des textes. On a souvent de très bons textes dans la sous-région. Dans tous les domaines, nous avons généralement de très bons tests qui sont pris, sauf que dans l'application, il y a soit du laxisme ou soit du dilettantisme où on l'applique pas du tout. C'est bien d'interdire un certain nombre de choses, mais il n'y a pas une police pour vérifier, examiner les interdictions. On parle du bromate de potassium. On a véritablement parlé de l'arrêté interministériel portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables, ni la production, la commercialisation et l'utilisation. Malheureusement, on constate que ces choses continuent. Même chose également pour les pesticides qui avaient été interdits depuis de nombreuses années, mais continuent encore d'être utilisés dans nos champs par les producteurs agricoles. Et il y a quelques semaines, le ministre de l'Agriculture a dû revenir encore à la charge pour spécifier cette interdiction-là d'usage des pesticides. Donc, c'est dire que on a les textes, mais en fait, on n'a pas une police pour vérifier la mise en œuvre de ces tests-là pour voir si véritablement les interdictions qui sont prises dans tel ou tel domaine, notamment en ce qui concerne la consommation. Vous parlez des cubes, on parle également du sel en poudre. L'ANIAC a récemment dit, avait même dit dans ce studio que c'est... le sel en poudre est en quelque sorte une des armes nucléaires chimiques que l'ANIAC est en train de combattre au Togo, mais ça continue par être déversé sur le marché togolais et vendu bon marché au grand marché, si vous permettez cette tautologie-là. Donc, c'est dire que c'est pas généralement les tests notre problème, mais le souci qu'on a, c'est leur mise en œuvre et surtout le suivi qu'on fait de ces interdictions-là, et c'est ce qui permettra aux consommateurs d'être sauvés. Merci. Les consommateurs de Canal FM, notamment du Club La Presse, qui se signalent, Michel Vitogbe, Tomega, nos consommateurs de la zone de Baguida à Vepozo me font savoir que depuis quelques semaines, ils ont du mal à nous capter. Il y a une nouvelle radio évangélique émettant sur la 93.9 qui vient les embrouiller. Nous en parlons ici. Et nous avons pu vérifier, chers amis auditeurs, le problème c'est pas de notre côté. Nous avons signalé auprès de l'autorité qui réglemente les fréquences pour faire en sorte que chacun émette dans son couloir. Merci. Après les consommateurs, nous en venons à cette tragédie, à ce drame qui s'est produit dans la préfecture de Vaud en début de week-end, notamment dans la localité de Nita à Tchanvé, dans le canton de d'Akumape. C'est le pasteur Edo, mouvement Martin Luther King, qui a sonné le premier, le tocsin, et puis Didi Assogba. J'ai vu également cela dans une de vos dépêches, et que Liberté partage encore avec nous aujourd'hui. Drame à Akumape, notamment dans le canton de Nita à Tchanvé. 4 élèves qui ont été retrouvés morts le samedi matin dans une ancienne carrière des phosphates. Didier, on peut dire que ces 4 enfants, à savoir 3 jeunes garçons et une fillette, sont morts victimes de la pauvreté, de la faim et également de la négligence coupable de la société qui exploite les phosphates, qui n'a pas remblayé ces trous-là, et il se trouve que la population pense et trouve qu'il y a du poisson, poussé par la faim et la pauvreté. Ces jeunes enfants sont allés pêcher par imprudence, on les a retrouvés morts. À la limite, c'est de l'irresponsabilité d'une certaine société d'exploitation minière, parce que vous savez, depuis quelques années, pour toutes les sociétés minières d'exploitation minière, il y a généralement des études environnementales qui sont menées,
et on leur demande donc dans le cahier de charge de remblayer les carrières une fois qu'ils auraient fini de les exploiter et de les remblayer afin même de les rendre réutilisables par les populations ou même cultivables par les populations du milieu. Mais on sait généralement ce qui se passe dans la préfecture de Vaud avec notre SNPT, où on exploite les carrières, on les laisse comme ça, à ciel ouvert, et on ne les remblaye pas. Et quand il pleut, il y a des eaux qui stagnent et quelques temps après, ça produit du poisson quand même, et les populations, ne voulant pas être doublement victimes, veulent aller quand même pêcher du poisson, puisqu'on ne peut pas réutiliser les terres pour cultiver, veulent aller pêcher du poisson. Et malheureusement, ces 4 adolescents-là se sont rendus le vendredi et voilà le drame qui s'est produit. Je pense véritablement que cela devrait faire réfléchir tout le monde, y compris nos autorités, pour que on commence par faire. Je parlais du suivi tout à l'heure dans ma première intervention. C'est encore là un problème de suivi. Les cahiers de charges sont là, les recommandations sont là, mais tant que les sociétés tant qu'il n'y ait pas un suivi devant amener les sociétés à respecter ces cahiers de charges là et à travailler tout en faisant de bénéfices, mais en veillant au bien et à la sécurité des populations du milieu dans lesquelles elle exploite ces minéraux-là, je pense que le malheur va continuer à se produire. On parle aujourd'hui de Achanvé, dans le canton d'Akumapé. On peut multiplier l'exemple un peu partout, dans le Yoto, avec Ouassem et d'autres encore. On peut multiplier, on peut aller à Bandjeli et bien d'autres choses. Donc, évitons, j'interpelle les autorités à se saisir de ce dossier-là pour que ce genre de drame n'arrive plus dans une autre localité et que au moins la SNPT puisse s'occuper de ce drame-là qui s'est produit. Merci Didier qui parlait de l'irresponsabilité de la société qui exploite les phosphates. Aujourd'hui c'est la SNPT. Mais c'est une société qui a une histoire bien longue. Didier, vous avez également parlé de non-respect des textes. Et je peux vous rappeler que l'ancêtre de la SNPT, qui s'appelait la Cotomib, avait signé, du temps de l'installation de la Cotomib, avant l'indépendance, il y avait un convention qui avait été signé et qui stipulait clairement que la société devrait remblayer les terres, les reconstituer et les restituer aux populations au bout de 25-30 ans. Je vous parle d'un texte qui a été signé, qui a été pris par l'organe législatif du Togo avant l'indépendance. Mais nous en sommes encore à constater que la société n'a pas remblayé ni restitué les terres aux populations et ces anciennes carrières qui viennent de produire un énième drame. Jean-Baptiste Atisso. Et ça, ce qui est arrivé le week-end dernier est vraiment triste pour notre pays. Parce que on ne peut pas comprendre, quand vous prenez la voie de Kégué vers Vaughan, vous arrivez au niveau de Dakumapé, Raotet, vous allez voir comment est-ce que c'est-à-dire la carrière est laissée. Déjà quand vous arrivez à Pomé ici, déjà le chantier nord. C'est ça. Chantier sud plutôt. Tout est là-bas à ciel ouvert. Mais combien ça coûte à la société pour le remblayage? Ça coûte combien? Maintenant, les tests sont là. Et imaginez, généralement, quand ces sociétés minières signent des contrats avec nos autorités, la première des choses, c'est que il y a une omerta tout autour de ces conventions. C'est-à-dire que le contenu de ces contrats ne sont pas accessibles au grand public. Et maintenant, si par exemple les engagements que les sociétés prennent vis-à-vis de l'État togolais, si on cache cela, au moins vis-à-vis des populations, il faudrait que ça soit respecté. Voilà que les carrières sont abandonnées à ciel ouvert pendant des décennies et sont là, ça ne dit rien aux autorités du pays, et voilà que ces carrières créent on peut le dire ainsi, des lacs. Et maintenant, aujourd'hui, on dit souvent que
vous savez, à défaut pour les populations d'aller dans leurs champs, qui sont récupérés pour ces carrières, maintenant, ils veulent aller, les enfants là, selon les informations que nous avons, c'est que ils voulaient quand même aller pêcher des poissons. Alors, c'est ça qui a entraîné le fait que ces enfants-là soient tombés dans l'eau et ne pouvant, parce que ne sachant. Jean-Baptiste, au-dessous de ces lacs artificiels, il y a une boue qui est dangereuse. C'est d'abord la constitution morphologique de ces carrières-là. Vous voyez que moi, je suis, pas très loin de ce milieu. Je connais la composition de ces sols-là. C'est vraiment difficile quand il pleut. C'est vraiment difficile quand vous mettez votre pied. C'est difficilement que le pied arrive à s'enlever. Donc voilà, quand ça devient une carrière, c'est encore plus compliqué. Et voilà que nos petits frères et sœurs sont tombés dedans et ils ont perdu leur vie. Maintenant, l'autorité, qu'est-ce qu'elle va faire? La question reste posée. Mais est-ce que la société là va ressusciter ces 4 enfants? Ce ne serait pas faisable. Merci. Maintenant, oui. il revient quand même aux autorités. Mais ce qui est encore marrant, c'est que en 2010, si on se rappelle, le chef de l'État en personne était allé dans cette zone lors de la campagne. Mais il y était dernièrement. Il avait dit publiquement que ces carrières-là seront très vite remblayées devant la population. Et je vous rappelle que pour l'élection du 22 février, il était en campagne. Il a réitéré les mêmes propos, mais voilà que les conséquences, on est là. Donc il y a une sorte de laxisme vis-à-vis des décisions que le gouvernement prend. Et ce sera nécessaire. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est à Tchanvéa dans Koumapé. Demain, ça peut être une autre localité. Et il y a quelques années déjà, il y a 3 ou 4 ans, si j'ai encore bonne mémoire, les porte-paroles des populations de Bandjeli avaient déjà soulevé ce même problème qui se posait dans le milieu avec le minerai de fer, mining, quelque chose comme ça dans la zone. Les Indiens là. Voilà. Oui. Donc, ce problème se pose dans toutes les localités où on exploite les minerais au Togo. Donc, il va falloir véritablement que, dans le cadre de notre PND, où on souhaite le bien-être social pour tout le monde, que les autorités, au moins à partir de ce drame-là, prennent le taureau par le corne et amènent ces sociétés à procéder au remblayage de ces terrains. Je pense que le respect l'exploitation des phosphates, une longue histoire avec beaucoup de passion et de drame. Et pourtant, je rappelle que avant même l'indépendance, l'organe législatif du Togo avait pris un texte qui stipulait clairement que la société exploitante devrait remblayer, restaurer et restituer les terres aux populations. Au bout de 25-30 ans, ce n'est toujours pas encore fait. Et à intervalles réguliers, ça a créé des tensions. Je me rappelle, en 1990, il y avait également un enfant qui était allé faire la lessive dans une mare à Hauteuil et qui avait glissé dans l'eau, qui avait trouvé la mort. Et ça avait soulevé les populations. Cela avait coûté la destitution du chef canton de Hauteuil à l'époque. Et dans la foulée, les comités de développement des localités de Hauteuil, Akoumapé, Kpomé s'étaient retrouvés pour créer un collectif des CVD. L'occasion pour moi de saluer des figures comme Francis Pévon, comme Beauchamp Emmanuel, comme Loïc Akwete. Je tais Sasgaou parce que je suis ici. Ces textes n'ont pas prospéré. Et je me rappelle, au début des années 2009-10 comme ça, avec le ministre Damipi Nupoku, une initiative avait été prise. Et nous avons réfléchi et travaillé sur un projet qui n'a pas non plus prospéré parce que des mains extérieures se sont ingérées. Et nous en sommes aujourd'hui à déplorer ces 4 jeunes qui viennent de trouver la mort. Didier, espérons que les phosphates ne vont plus créer un drame et que nous revenions ici pour en parler. Espérons que les minerais, les ressources minières du Togo ne soient pas le malheur des populations des localités où elles sont exploitées. Merci. Nous passons maintenant à cette bombe virale, le nouveau coronavirus.
il suffit seulement de tourner le bouton d'une radio ou d'une télévision internationale, de lire un peu les dépêches. Quand les amis qui sont en France, en Italie, vous envoient leurs messages audio et vidéo, vous avez vraiment la chair de poule. Et nous sommes même permis de dire que le Covid-2019 devient une bombe virale à fragmentation. Aux dernières nouvelles, la place Saint-Pierre, le lieu sacré des chrétiens catholiques, est désert. Il semble même que la Kaaba, le lieu le plus sacré des musulmans à la Mecque, est privé de toute visite. Donc des pays comme la France et surtout l'Italie sont en confinement total. Ne parlons pas de certaines provinces de la Chine. Et il faut prier vraiment que ce virus-là ne fasse pas rage. Parce que si des pays comme la France, comme l'Italie, avec leur système de santé sophistiqué, en souffrent tant, qu'est-ce que ça serait si le coronavirus devait prévaloir chez nous à la même vitesse ou bien à la même intensité que ces pays? Jean-Baptiste? Je crois que ce qui arrive au monde actuellement avec ce virus prouve à suffisance que la science connaît ses limites. Et sinon, depuis près de 4 mois, si je me réfère au début des drames que ce virus a commencé par causer en Chine, le monde scientifique de par le monde n'a pas encore trouvé un vaccin pour faire face efficacement à ce virus. Je crois qu'il y a lieu quand même de dire que vraiment la science a ses limites. Mais qu'à cela ne tienne, les dispositions que chacun des États de par le monde est en train de prendre pour pouvoir se prémunir davantage du désastre que cause ce virus est à saluer, et notamment avec ce que d'abord le président américain, la décision prise la semaine dernière pour interdire un certain nombre de déplacements envers son pays, et aussi quand on voit la fréquence avec laquelle le virus détruit en Italie, il y a de quoi se poser des questions, surtout dans les pays à fort taux de tourisme. Sinon, voyez, quand on voit l'Europe où avec le nombre très élevé de décès en Italie, je crois que vraiment les pays alors que ce sont des pays qui disposent d'un système de santé très sophistiqué, mais alors que chez nous ici, si jamais le virus devrait sévir avec la même intensité. Non, franchement, ce serait vraiment une hécatombe. Donc je crois que c'est le lieu pour nous de prier Dieu. Parce que aujourd'hui, ça dépasse les capacités humaines. Je crois que c'est Dieu seul qui peut nous sauver devant ce virus qui détruit à un rythme où on ne serait pas. Nous allons prier Dieu, mais Dieu n'a pas empêché que la Kaaba, que la place, la basilique Saint-Pierre soit atteinte. Avant de prier, ou bien en même temps que nous prions, nous devons encore une fois nous inviter aux mesures de prudence. Ça, c'est clair. Et de prévenance. Vous savez, autour de nous, des pays comme le Burkina ont fermé les écoles. Le Sénégal autant, je crois savoir en Côte d'Ivoire aussi, le Bénin aussi, le Ghana hier j'ai lu, il y a eu un message au Gabon, c'est les évêques du Gabon qui ferment les lieux de culte pour les célébrations en grande pompe. Mais hier, le week-end, nous étions encore, nous nombreux, à la mosquée, dans les temples et églises. Nous nous sommes donné la paix, nous continuons à nous saluer, à nous embrasser. Didier, on peut noter là que, avec tout le respect que je nous dois, nous continuons à nous montrer indisciplinés, ou pas l'inobservation des mesures de prudence et de prévoyance auxquelles nous incitent l'État et les bonnes volontés. Après, on se dit que Dieu va nous sauver. On se dit également que nous sommes dans un pays tropical et que ce virus ne va pas prospérer. Mais je rappelle juste que il est écrit quelque part dans la Bible que la foi sans les œuvres est une foi morte.
vous avez beau croire, croire à ce que Dieu va vous sauver, mais si vous ne faites rien, vous allez choper cette maladie-là et les conséquences seront désastreuses. Je pense véritablement que c'est le lieu pour chacun de nous de commencer par observer à la lettre les mesures de prudence, les mesures de prévention prises et communiquées un peu partout dans le monde. Ces mesures sont les mêmes un peu partout dans chacun des pays, mais c'est également l'occasion pour nous d'interpeller nos autorités, de ne pas nous laisser comme ça dans le vide, mais peut-être de rentrer dans le mouvement. Je ne sais pas qu'est-ce qui donne autant l'assurance à nos autorités de ne pas encore prendre les mesures que prennent les autres pays de la sous-région, mais je leur fais confiance et je veux croire que quelque chose est en train d'être préparé pour aider le Togo ou pour aider le Togo à se prémunir contre ce virus. Déjà que on est encore, des gens sont encore dans le vrai doute par rapport à ce cas qui a été annoncé chez nous, vrai ou faux. Les autorités disent que c'est vrai. Un communiqué est venu dire que l'état de la patiente est stable. Des gens ont vite fait de comprendre par là qu'il n'y a pas de cas au Togo. Mais je rappelle à chacun de nous que le fait d'observer les mesures de prudence ne tuerait personne. Donc, il va falloir que nous nous mettions dès à présent, ne pas se saluer en se serrant les mains n'importe comment. On sait que chez nous ici, il y a ce proverbe-là qui dit que Asieo Novi, donc tout le monde comprend, c'est la main qui fait la fraternité ou quelque chose comme ça. Surtout pour des gens qui aiment beaucoup le toucher comme Sasgaou. Et évidemment, donc vous voyez, faisons économie de nous saluer en nous serrant la main pour le moment, mais en prenant les autres précautions, toucher dans le creux de son coude ou carrément dans le mouchoir, des mouchoirs à utiliser une fois et à jeter de façon soigneuse. Donc prenons toutes les mesures, observons-les. Et si il n'y a pas de cas chez nous, tant mieux, on remercierait Dieu de nous avoir sauvés. Et s'il y en aurait, Dieu aurait peut-être pu nous sauver parce que nous-mêmes, nous avons commencé déjà par prendre des mesures. Il est dit généralement, quand tu mets sur le genou, Dieu t'aide à le mettre sur la tête. Merci. Loin de nous l'idée de nous substituer à l'État. D'abord, depuis 3-4 semaines, nous recevons une personne ressource du ministère de la Santé pour nous faire le point semaine par semaine. Demain même, nous pourrions revenir sur le sujet avec un spécialiste. Eh bien, tout en laissant le soin à l'État d'apprécier le risque et de nous fixer par des mesures qu'on entend un peu partout en France, au Burkina, un peu partout, au Sénégal. Jean-Baptiste Atisso, rappelons-nous les mesures de prudence. Nous ne sommes pas obligés de nous serrer par la main, de nous embrasser avant de savoir que nous nous apprécions, nous nous aimons. Ces mesures, quand même, pour ne pas ajouter à ce risque. Oui, justement, je crois qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on a l'habitude de le dire. Je crois que c'est le lieu quand même de rappeler les uns les autres aux mesures de sécurité et aux mesures de prudence surtout qu'il faut adopter pour ne pas quand même contracter cette maladie. Et nous n'allons pas quand même être indifférents par rapport à ce qui se passe autour de nous dans le monde entier, dans nos pays limitrophes. Et je crois que c'est le lieu à chacun de respecter scrupuleusement ces mesures et aussi en se mettant à chaque fois à genoux pour que Dieu préserve le Togo dans son entièreté. Merci. Eh bien, abordons maintenant la page sociopolitique qui se décline principalement en deux sous-chapitres. D'un côté, le candidat déclaré vainqueur par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle et qui continue à récolter les satisfecit, les messages de félicitations des puissances institutions amies. Le même candidat vainqueur, Faure Gnassingbé, dont nous apprenons depuis le week-end qu'il a saisi la Cour constitutionnelle pour avis sur la période de la fin de son mandat actuel et de la prestation de son prochain serment.
ce qui la Cour constitutionnelle a donné son avis, qui est amplement distribué ici et là. Le confrère Nouvelle Opinion nous en parle aujourd'hui. Nouveau mandat de Faure Gnassingbé, la Cour constitutionnelle situe l'opinion. Didier Assogba, votre organe aussi, Togo Breaking News, vous y avez également consacré une dépêche. Eh bien, que faut-il retenir pour l'essentiel de cet avis de la Cour constitutionnelle sur la fin du mandat actuel et du début du prochain? Bon, pour l'essentiel, il faut comprendre de l'avis qu'a donné la Cour constitutionnelle que normalement et naturellement le mandat, le troisième mandat ou le mandat en cours, c'est selon de Faure Gnassingbé, court jusqu'au 3 mai prochain parce qu'il avait prêté le serment le 3 mai 2015 et donc son mandat court jusqu'au 3 mai 2020. Donc, alors que la Constitution avait prévu, donc dans l'article 61, que l'élection du président de la République devrait avoir lieu 60 jours au plus tard. Au plus tôt, avant la fin du mandat pour le premier tour de l'élection. Et donc, il y aurait naturellement un deuxième tour s'il y avait les deux. S'il y avait eu un deuxième tour, donc l'élection aurait pu être organisée et après les 15 jours qui suivent, le président élu doit prendre fonction. Il faut rappeler que la Constitution dit que l'élection présidentielle au Togo doit se dérouler 60 jours au plus tard et 75 jours avant la fin du mandat. C'est ce qui nous a amené à voter pour le premier tour le 22 février dernier. Oui, ça c'est d'un. Mais en même temps, il y a un autre article que la Cour constitutionnelle nous a rappelé qui dit que le nouveau président déclaré vainqueur pour la Cour constitutionnelle devrait entrer en fonction dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. Oui, et ce serait dans le cas où on aurait peut-être organisé des élections et qu'il y a eu 2 tours de scrutin et que le président se serait élu à l'issue du deuxième tour du scrutin, il pourrait prendre fonction les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. Sauf que dans notre cas d'espèce, il se trouve que le président en poste est le même qui est élu et donc qui est déclaré élu par la CENI et la Cour constitutionnelle. Et donc, son mandat n'étant pas encore fini, court jusqu'au 3 mai prochain, la Cour constitutionnelle dit qu'il lui revient lui-même de se déterminer, c'est-à-dire de décider s'il écourtait son mandat pour prêter serment pour débuter le nouveau mandat pour lequel il a été déclaré élu ou carrément attendre jusqu'à la fin de ce mandat, l'expiration de ce mandat, donc le 3 mai prochain, et se décider de prêter le serment pour le nouveau mandat à partir du 4 mai prochain. Donc il y a en fait quelques flous dans notre constitution. Je me suis amusé à me poser la question, si un autre président avait été élu à l'issue de l'élection et que la Constitution dit qu'il entrait en fonction les 15 jours qui suivent la proclamation définitive, on serait peut-être actuellement dans une crise entre le président sortant et le président élu. Sauf que cette crise-là, il n'y en a pas actuellement parce que le même qui est en poste est celui qui a été déclaré élu. Et donc la Cour constitutionnelle lui laisse lui-même le choix de choisir la date ou d'organiser son serment. Et je pense que ça devrait amener déjà à réfléchir par rapport à cette situation-là où on arrive dans une situation où le président sortant n'est pas peut-être celui qui est élu. Et pour éviter cette crise-là, il va falloir encore qu'on réfléchisse à nos tests, qu'on les parfaits et qu'on arrive à extirper le Togo de ces crises possibles et potentielles. Parce que si un autre avait été élu, il dirait qu'il voudra prendre fonction les 15 jours qui suivent, alors que celui qui est en poste va dire non, mon mandat court toujours jusqu'au 3 mai. Et ce serait peut-être une crise. Voilà, ce qu'on peut dire pour clarifier, c'est que c'est le président déclaré élu, Faure Gnassingbé, qui a saisi la Cour constitutionnelle pour être située sur la période appropriée à prêter serment. Et dans son avis, la haute cour relève que d'un côté, le nouveau président devrait prêter serment dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. Mais de l'autre, la Cour évoque aussi d'autres articles qui laissent finalement la liberté au candidat réélu, au président réélu,
d'apprécier la période de sa prestation du serment, mais en tout état de cause, le serment devrait intervenir au plus tard le 3 mai pour se conformer aux 5 ans du mandat courant. Oui, bon, je crois que la constitution togolaise, comme on a toujours l'habitude de le dire, a des lacunes. Et voilà encore l'une des lacunes dont souffre notre constitution, qui est taillée sur mesure. Sinon, l'on ne peut pas comprendre que un article d'une même constitution dise que le président élu entre en fonction dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, et que maintenant, normalement, comme la Cour a donné cet avis, le président qu'elle a déclaré élu il y a presque 2 semaines, normalement c'est demain mardi, le 3 mars, le 3 mars, donc demain mardi, normalement, si on doit respecter cet article, l'alinéa numéro 2 de l'article 63 de la Constitution, il devait quand même prêter serment demain mardi, mais on nous dit qu'il a la latitude de prolonger ça jusqu'au 3 mai, et voilà le flou qu'il y a au niveau de notre constitution. Et aujourd'hui, ce n'est pas le seul article qui regorge de ces manquements. Il y a bien d'autres articles qui prêtent beaucoup à confusion, et ces tests même ont été, si on se rappelle encore, votés dans une extrême précipitation, et voilà les lacunes que cela comporte aujourd'hui. Et donc, moi, je vais pas trop m'attarder sur le fait que Faure Gnassingbé prête serment ou ne prête pas serment. C'est pas ça la préoccupation, mais c'est toujours les conditions dans lesquelles on le déclare élu. C'est ça, toujours les conditions qui prêtent toujours aujourd'hui à polémique dans notre pays, parce que on ne peut pas comprendre qu'on organise une élection présidentielle dans un cafouillage total où les règles du jeu ne sont pas respectées, et aujourd'hui les institutions qui sont en charge de l'organisation des élections viennent nous dire que tel candidat a été déclaré élu, alors que les citoyens qui ont accordé leur suffrage savent pertinemment que ce n'est pas la personne là qui est élue, c'est pas à lui qu'ils ont voté. Et aujourd'hui c'est comme si les institutions en charge de ces élections viennent imposer quelqu'un aux populations, et donc il va quand même falloir revenir à ce que Maître Agwebo a toujours dit de déverrouillage des institutions. Ça reste toujours d'actualité, et aujourd'hui peut-être c'est dans l'imaginaire du président de la CENI, de celui de la Cour constitutionnelle, que c'est réellement le chef de Faure Gnassingbé qui est l'élu. Sinon, dans la plupart dans le subconscient de la plupart des Togolais, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui est déclaré, qui est élu, du moins vu les conditions dans lesquelles ce scrutin a été organisé. Je crois que le doute va perdurer. Le débat reste toujours ouvert d'actualité. Quand on se veut légaliste, on se contente de la décision de la Cour constitutionnelle. Non, pas seulement la légalité. Oui. Je fais le point, s'il vous plaît. Oui. Donc, si on se veut légaliste, donc on s'en tient à la décision de la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats définitifs. Et c'est depuis le 3 mai. Mais d'un côté, la polémique continue à demeurer. Vous rappelez le dernier message de la conférence des évêques du Togo qui disait que la main sur la conscience, les résultats ne seraient pas ce que la Cour constitutionnelle a proclamé. Et de l'autre, il y a un parti comme Jean-Pierre Fabre et l'ANC qui continue à dire que avoir les conditions dans lesquelles l'élection s'est déroulée, on ne peut pas dire que c'est tel ou tel qui a gagné. L'ANC qui demande par voie de conséquence qu'on annule tout le scrutin et qu'on le reprenne. Mais de notre côté, il y a le candidat Guillaume Kodjo qui continue à s'autoproclamer, à revendiquer la victoire avec les actes qu'il a posés. C'est dire que le débat continue toujours, et nous avons rappelé les points de vue de chacun. Venons-en maintenant à Guillaume qui continue à s'autoproclamer président élu,
Ce qui lui vaut d'ailleurs la procédure intentée contre lui qu'on va revisiter. Mais déjà, le confrère Canal D parle de la contestation électorale, se demande jusqu'où ira Agboyome Kodjo. Le combat du peuple, lui, écrit à la page 4, après élection au Togo, panique à bord, Agboyome Kodjo dans la NAS. On en vient donc à cette procédure enclenchée par le procureur, je ne sais pas si c'est le procureur de la République ou bien le procureur général, Didier Asogba. La procédure de levée de l'immunité parlementaire d'Agboyome Kodjo, est-ce qu'elle a été introduite par le procureur général près la Cour suprême ou bien le procureur de la République? Bon, selon les informations que nous avons eues, et on a vu également ce courrier-là envoyé à l'Assemblée nationale, c'est le procureur de la République qui l'a envoyé, mais qui ne devrait pas l'envoyer. Et on a vu l'huissier qui a été commis sur l'affaire, retourner dernièrement chez Agboyome Kodjo pour aller rectifier le tir en disant que ce ne devrait pas être le procureur de la République, mais que c'était le procureur général près la cour d'appel, je pense, de Lomé, qui devrait introduire le courrier de levée d'immunité parlementaire. Donc, on se demande... Donc, à ce niveau-là, c'est important. La demande a été introduite auprès de la cour de la présidente de l'Assemblée nationale par le procureur de la République, avant qu'on se rende compte que c'était plutôt cela relevait du procureur général près la cour d'appel. Donc peut-être que donc le procureur de la République aurait alors usurpé de ses prérogatives en saisissant Madame Tchega à ce propos. Moi je ne dirais pas que le micro s'il vous plaît. Moi je ne dirais pas OK, il se dit que c'est le procureur général près de la Cour suprême qui devrait. Il y a trois institutions Est-ce que c'est le procureur de la République, procureur près la cour d'appel ou bien procureur près la cour suprême? Ce qui est sûr, ce ne devrait pas être le procureur de la République, alors que c'est lui qui l'a fait. Donc, après, ils se sont rendus compte de l'erreur et l'huissier qui a été commis sur le dossier, M. Samabocho, Maître Samabocho, est retourné chez Agboyome Kodjo, rectifier le tir pour lui resignifier sa convocation à l'Assemblée nationale et donc la procédure qui devrait aboutir à la levée de son immunité parlementaire. Donc voilà un peu de quoi il s'est agi. Et bien suite à la saisine par le procureur, je ne sais pas si c'est procureur de la République ou bien procureur près la cour d'appel ou bien procureur près la Cour suprême. De toute façon, la présidente de l'Assemblée nationale en a pris acte et a créé une commission spéciale qui a auditionné le député Agboyome Kodjo ou son représentant. Et nous apprenons ce matin des sources proches de l'Assemblée nationale que la commission spéciale doit restituer ses travaux à la conférence des présidents qui devra de son côté décider de la programmation de ce sujet en séance plénière de l'Assemblée nationale. Bon, une session plénière est convoquée aujourd'hui. Je ne sais pas, Jean-Baptiste ou bien Didier Asogba, est-ce que vous connaissez l'ordre du jour de la session plénière de l'Assemblée convoquée aujourd'hui? D'abord, avant... Oui, Jean-Baptiste? Non, en tout cas, en toute sincérité, je n'ai pas connaissance de l'ordre du jour de la pléniire de ce matin. Merci. Bon, déjà pour éclairer ça d'abord, Didier Asogba, est-ce que vous avez une idée? Un confrère vient de me dire que c'est le procureur général près de la Cour suprême qui devrait saisir. Mais quant à... Parlez dans le micro s'il vous plaît, parce que c'est un sujet délicat, il faut que les gens vous écoutent bien. Le procureur général près de la Cour suprême, me dit-on. Mais quant à l'Assemblée nationale, il est dit que il y a deux points à l'ordre du jour cette fois. Et donc, il y a l'examen du rapport de la commission spéciale chargée d'instruire la levée de l'immunité parlementaire du député Agboyome Kodjo. Et donc voilà, la commission spéciale doit avoir rendu ce point. Et le second point donc concerne l'examen de la requête du procureur général près de la Cour suprême. Donc sur le même sujet là, pour la levée
de l'immunité parlementaire. Donc, c'est sur ces points-là que les députés... Merci. Donc, d'après cette source proche de l'Assemblée nationale, la plénière de ce lundi 16 mars devrait examiner le rapport de la commission spéciale chargée d'instruire la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Mensa Gbeyome Kodjo, ce qui amène le confrère, le Télégramme du Togo a écrit que les députés togolais sont dans un rôle de Ponce Pilate contre Gbeyome Kodjo, pendant que Liberté lui écrit manœuvre de levée de l'immunité et d'arrestation d'Gbeyome Kodjo, le risque d'un effet boomerang pour le régime Faure Gnassingbé. Jean-Baptiste? Oui, je crois que pour l'instant, nous ne savons pas si réellement, avec la plénière de ce matin, les députés vont décider réellement de la levée de l'immunité de Gbeyome. Mais s'ils le faisaient, tant mieux pour eux. Mais ce que le commun des Togolais va retenir, c'est que ce serait vraiment de l'injustice vis-à-vis d'un citoyen togolais, parce que l'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui, lors d'une campagne présidentielle, a tenu des propos, et ce sont ces propos-là qu'on va utiliser comme des chefs d'accusation pour relever son immunité parlementaire et l'arrêter par la suite. Ça, franchement, ce serait de l'injustice. Oui, et surtout que ce serait aussi que c'est pas seulement les propos tenus par le candidat Gbeyome au moment de la campagne électorale qui lui valent cette procédure, mais également le procureur finalement mentionne des faits, des actes posés par monsieur Kodjo, notamment la revendication de sa victoire, l'autoproclamation et des actes qu'il a posés, cette adresse à l'endroit des forces de défense et de sécurité, également l'acte pris qui a consisté à la nomination d'un premier ministre. Voilà tous actes que le procureur a ramassés pour introduire sa procédure. Tout ça là, ce sont des manœuvres. Ce sont des manœuvres du procureur pour pouvoir trouver des chefs d'accusation pour pouvoir inculper monsieur Gbeyome. Mais sinon, dans le fin fond de ce que nous voyons, c'est des mobiles politiques derrière tout ça là. Sinon, on ne peut pas comprendre pour quelqu'un à qui les gens ont voté et qui normalement devrait être déclaré le véritable vainqueur, on trouve des astuces pour pouvoir l'inculper avec, vous voyez la célérité avec laquelle cette procédure a été enclenchée la semaine dernière. Vous voyez que déjà c'est vraiment des manœuvres politiques qui sont derrière ça, et la visée essentielle c'est de le mettre en prison pour un bon débarras, parce qu'on voit que réellement il a eu la popularité et à travers ce scrutin, et donc pour pouvoir le mettre en quarantaine, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir l'éteindre le plus rapidement possible. C'est ça l'idée qui est derrière tout ça là. Merci. Donc, encore une fois, toute la polémique reste ouverte, mais nous en tenons aux actes posés par les uns et par les autres. Eh bien, nous constatons que le procureur reproche à M. Gbeyome un certain nombre d'actes qui sont susceptibles d'atteinte, je crois, à la sûreté de l'État, aux autres actes et pour lesquels il a introduit la procédure qui suit son cours. On verra la réponse de la Cour constitutionnelle, mais un nouvel élément est versé au dossier. Au club de la presse du vendredi dernier, il y a le confrère Jacques Jakouti qui en appelait au clergé catholique, notamment les évêques, de jouer à la médiation entre le pouvoir et Gbeyome pour que cette situation cette situation post-électorale ne se dégrade pas outre mesure. Et puis hier, cette information est tombée, Didier Assogba, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bernissan, à la tête d'un groupe de prêtres et de religieuses, a rendu visite à Monseigneur Podjoro, qui se trouve au domicile de M. Gbeyome depuis. On peut supposer que Monseigneur Bariga a également pu rencontrer M. Gbeyome Kodjo. Et puis on apprend aussi que l'archevêque de Lomé aurait également entrepris une démarche similaire à l'endroit du pouvoir avant de se transporter au domicile d'Gbeyome le week-end.
Oui, c'est ce que nous avons appris tous, que le monseigneur Nicodème Bariga a usé de son influence pour rencontrer les autorités togolaises avec qui il a eu à discuter de ce sujet-là, de la nécessaire décrispation du climat qui prévaut actuellement dans le pays avant de se rendre au domicile d'Agboueme Kodjo. Pas nécessairement pour aller voir Agboueme Kodjo, mais ici est rendu pour aller rencontrer Monseigneur Kodjo, qui a élu domicile donc là-bas depuis quelques jours déjà, depuis plusieurs jours, sinon depuis mardi passé. Il a élu domicile là-bas, il est retourné un temps, mais dès qu'il a appris que les forces de l'ordre et de la sécurité sont revenues encercler la maison de l'ancien Premier ministre, il y est retourné donc pour être à son chevet. Et donc naturellement, quand Monseigneur Bariga va rencontrer Monseigneur Kodjo au domicile d'Agboueme Kodjo, ça va de soi qu'il le rencontre aussi. Et donc c'est ce qui a été fait. Maintenant, est-ce que cette mission de bons offices que Monseigneur Bariga est en train d'offrir aux acteurs politiques togolais, aux protagonistes de la situation actuelle, va amener les uns et les autres à entendre raison et à décrisper tant soit peu le climat qui prévaut, et à ce que ce qui est en cours comme procédure à l'Assemblée nationale n'aboutisse pas, et que cette affaire, que tous les candidats à l'élection présidentielle, ou du moins la plupart des candidats, parce qu'on n'a pas entendu le candidat du pouvoir se prononcer sur le sujet, tous les autres candidats disent que c'est une affaire éminemment politique qui devrait trouver des solutions politiques. Est-ce que les choses iront dans ce sens? Mais à voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que cet espoir est permis. Eh bien, nous n'avons pas connaissance des entretiens que Monseigneur Bariga a eu avec son aîné et prédécesseur Kodjo, ou éventuellement avec M. Agboueme Kodjo hier, tout comme nous ne savons pas ce dont il a pu discuter avec les pouvoirs au cours de la rencontre qu'il a pu avoir au cours de la semaine dernière. Et puis comme Didier, comme vous mentionnez tantôt, le cas disons le vainqueur Faure Gnassingbé, le déclaré vainqueur. Non, Jean-Baptiste souffrait que nous prenions acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Tu peux prendre acte, mais moi je peux pas prendre acte. Merci beaucoup, c'est votre liberté. Et bien sûr, Faure Gnassingbé, le combat du peuple écrit, le temps de la vérité, Faure Gnassingbé, symbole de la clairvoyance et de la sagacité. Voilà le tour que nous faisons. Donc, pour terminer, la plénière de l'Assemblée nationale devrait connaître en ce moment le rapport de la commission spéciale chargée d'étudier la procédure de levée de l'immunité parlementaire du candidat Agboueme. Si nous avons du nouveau, nous y reviendrons. Comme il sonne 12 heures, nous allons nous arrêter ici, souffler un peu et nous ouvrir à vous incessamment. 13.5 Canal FM. Merci. Avant les débats, merci à ce aîné qui nous rappelle que les articles afférents à la prestation de serment du président de la République élu n'ont jamais été modifiés depuis l'adoption de la Constitution par référendum le 27 septembre 92. Donc ces articles-là existent depuis le référendum de 92, ce que nous avons noté un peu comme devront gagner en plus de clarté. Oui, mais sur le sujet, c'est le temps des auditeurs. On va leur donner la priorité. La technique, Manon Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est le jour de l'Assemblée pour voir si le président, M. Agboueme, sera président ou pas, ou bien sera demain toujours député. Non, le problème, c'est que l'Assemblée devrait connaître aujourd'hui du rapport de la commission spéciale chargée d'étudier la procédure de levée ou non de l'immunité du député Agboueme Kodjo. Ok. Le problème pour le peuple togolais, c'est de savoir aujourd'hui si les députés qui ont été nommés ou élus à l'époque en 2018, s'ils sont indépendants. Car il le disait à l'époque qu'ils sont des indépendants. On verra s'ils sont indépendants et s'ils sont vraiment élus par le peuple.
Merci. Je vous en prie, Pelé, encore une fois, nous faisons l'effort de partager avec vous des événements, des fêtes assez officielles ou avérées. L'ami Kolani, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Je salue vos invités. Nous vous saluons aussi. Mais ça, il faut qu'on comprenne un peu quelque chose là. Il paraît que c'était le ministre qui a saisi le procureur de la République. Et le procureur de la République a saisi la présidente de l'Assemblée. Maintenant que ce n'était pas eux qui étaient habilités à saisir et que c'est le procureur général près de la Cour suprême. Et on a rectifié ça. Vous ne voyez pas qu'il faut reprendre tout. C'est ce qui fait que des fois nous nous posons la question, ce qui nous gèle là. Mais chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Même la présidente de l'Assemblée, en voyant que ce n'était pas lui là qui devait me saisir. Et ces députés qu'on a commis comme commission, eux aussi, ils ne sont pas au courant que ce n'était pas la personne bien indiquée qui devait les saisir. Maintenant, où est-ce que vous voulez déposer cette population-là? Vous ne voyez pas que les gens nous prennent comme si on ne connaît rien? Mais ce n'est pas du tout sérieux. On va pouvoir nous dire que ça, c'est des erreurs. Mais chacun doit comprendre que ça, là, c'est mon devoir. Voici les articles qui me permettent d'auto-saisir telle personne ou bien de faire tel boulot. Mais avec toute cette congruité-là, vraiment, on se pose la question si réellement c'est une justice qu'on me fera donner ou bien c'est un acharnement. C'est pas intéressant. Moi, ça me gêne. Merci, Kolani. Ce qu'on peut dire, comprendre. La logique de toute une personne, de toutes les Togolais, ça ne tient pas. La logique ne tient pas. Merci, Kolani. Mais ce qu'on peut dire là, Didier Assogba, si on se rend compte que c'est pas le procureur de la République qui devrait introduire la procédure à l'Assemblée, et que ça devrait plutôt le président, le procureur près la Cour suprême. Je ne connais pas beaucoup le droit, mais il y a un problème de vice de forme qui entache déjà la procédure, comme les avocats le diraient. Évidemment, et si on arrivait à un procès, je pense que ce sera un argument de taille pour les avocats. Et si on se trouverait devant une justice digne de ce nom, la procédure devrait, ou le procès devrait être suspendu, ou même l'inculpé aurait eu gain de cause. On l'a vu dans plusieurs procès dans ce pays. Même des gens ont tué, mais juste pour vice de procédure, on les déclare, on les libère. Donc, dans ce cas d'espèce, je ne sais pas pourquoi les autorités qui ont initié cette procédure-là n'ont pas décidé de surseoir le projet pour le faire reprendre par le procureur général près de la Cour suprême avant de saisir l'Assemblée nationale. Merci. Nous allons recevoir maintenant Dieudonné. Bonjour. Bonjour, M. Sass. Oui. Salut le plateau. Nous vous saluons aussi. Merci. Et bon, concernant le cas d'Agboume là, en fait, le procureur a saisi tel que peut saisir, n'est-ce pas? Maintenant, la question que moi je me pose là, dans un pays, chacun doit connaître sa responsabilité. Le président, les ministres, les députés. Mais c'est comme si au Togo, nous ne connaissons pas le rôle que nous devons jouer à un poste donné. Il y a beaucoup de sujets dans ce pays que le procureur devait s'auto-saisir. Mais cela n'a pas été le cas. Mais quand il s'agit d'Agboume, il s'est rapidement s'auto-saisir. Et ce n'est pas bon. Où allons-nous? Moi, je demande à ce qu'on revoie ce cas, puisque nous avons besoin tout de ce pays. Si ça, si ça va mal dans ce pays, c'est nous tous que ça va affecter. Donc, pour le président de la République, qui a dit avoir gagné ce scrutin à plus de 110%, sache qu'il est là pour tous les Togolais. S'il dit qu'il est élu à plus de 110%, c'est parce qu'il est là pour tous les Togolais. Il ne cherche pas à lui, à Gbome, car l'avenir lui demandera des comptes. Merci beaucoup, cher ami. Nous recevons le suivant déjà. Bonjour. Bonjour. Abonné. Oui, bonne semaine à vous. À vous aussi. J'aimerais poser la question. Sur l'affaire des 4 morts, on dirait que ça ne pouvait que arriver aux autres. Qu'est-ce que nous, Togolais, devrons nous faire? Qu'est-ce que la famille doit faire? Parce que je me rappelle, papa avait dit, et d'ailleurs je prends tout, sur le cas de phosphate, et ça lui a valu des attentats. Si le fils est là, on vend tout, et puis nos frères sont encore victimes
de ces carrières, il va falloir qu'on fasse quelque chose en tant que Togolais, simple citoyen lambda. Donc, je demande si ceux qui le savent peuvent nous dire exactement si pris isolement on peut faire quelque chose ou bien regroupé sous une entité de société civile, on peut faire quelque chose. Deuxième chose, je pense que vous devez réinviter les professeurs. Tenez-vous tranquille pour nous parler, pour que nous puissions vous écouter dans de bonnes conditions. D'accord. Je pense que vous devez réinviter les professeurs de droit sur la question de Agboyome, sur le fait que vice de procédure, moi je ne sais pas, usurpation d'identité, je ne sais pas, ils doivent venir nous expliquer ça. Et si possible de faire marche arrière sur les événements de 2005, les vols ou bien les scandales financiers de 2018, 2017, 2016. Merci. S'il vous plaît, évitons de faire amalgame et confusion. Le professeur Ounake nous avait seulement dit ce que la loi a prévu en cas de. Hein? C'est juste les articles de la loi qu'il nous avait lus. Ça continue pas à lui valoir son procès, mais tout ce qu'il avait dit se trouve écrit quand même dans notre loi. Maintenant, l'application qu'on en fait, c'est une autre chose. Nous passons déjà au suivant. Bonjour l'ami. Bonjour. Oui, c'est monsieur Robert. Robert, oui. Pour le cas de Akoumafela. Oui. Vous avez dit que vous avez un contrat sous la main. Est-ce que vous avez ce contrat sous la main, effectivement? Vous êtes citoyen togolais aussi, vous pouvez rechercher le contrat convention qui avait été signé sous la République autonome du Togo. Merci. Je vous en prie. Pour le deuxième cas, pour Agboyome, il faut laisser tout ça tomber là. Ça va créer des problèmes entre les Togolais. Il faut laisser que le président de la République actuelle laisse tout tomber, Agboyome aussi laisse tout tomber. Et la négociation là, c'est inutile. Moi, je vois que c'est inutile. Le vin tiré, il faut le boire. Hein? Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Johannes, bonjour. Bonjour, monsieur Saf. Oui. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui, concernant le fait que le confrère dise que le fait que ce soit le procureur de la République qui ait intenté l'action au lieu du procureur général, ça peut être un argument de taille au procès. C'est facile à dire, mais dans notre pays, ça ne sera jamais un argument de taille au procès. Ça ne le sera jamais. On aura ce que le juge trouvera à dire, c'est tout simplement que ça a été réglé et que c'est le procureur général qui est en deuxième position, c'est-à-dire tout a été refait à la normale, quoi. Les juges n'auront qu'à dire que l'erreur a été corrigée. Dans ce pays, dans d'autres pays, ça pourrait constituer un argument de taille qui pourrait être cause de nullité de l'action. Mais ici, dans notre pays, ça ne le sera jamais. Ça prouve encore que on n'a que incompétence sur l'incompétence à la tête du pays. Ces personnes ne comptent que sur l'armée. Juste ça, sortez dans la ville aujourd'hui, vous allez voir. Évitons certaines conclusions trop hâtives. Nous partageons avec vous. Ce n'est pas une conclusion, c'est un constat que je fais. Oui, et nous avons déjà dit que ce vice de forme pourrait être soulevé par les avocats d'Agboyome en cas de procès. Tenons-nous là pour... n'allons pas trop vite en besoin, s'il vous plaît. Non, moi j'ai déjà cité ce point. Okay. C'est mon deuxième point. Oui. Le fait, tout ce cafouillage-là, c'est tout ce cafouillage-là que je résume à un problème d'incompétence parmi beaucoup de personnalités sur ce pays. Sortez dans la ville aujourd'hui, monsieur Sam, vous allez voir des militaires partout. On se demande si c'est juste à cause du cas Agboyome. Et concernant ce cas-là, je me dis que c'est simple à comprendre. Tout ce qui est intenté contre Agboyome aujourd'hui, c'est simple à comprendre. C'est-à-dire que ceux qui ont eu les yeux dans les urnes, qui savent réellement ce qui se trouvait sur les bulletins, c'est eux qui savent que le véritable gagnant, c'est M. Agboyome. Et dès lors, il faut tout faire pour que ce monsieur soit mis sous silence. C'est tout, c'est facile à comprendre. Vous voyez un peu. Donc, merci et pour beaucoup. Notre rendez-vous, monsieur Sass, je n'ai pas oublié, je ferai tout pour vous contacter. Je compte sur parce que c'est très important. Merci beaucoup. Le suivant maintenant, c'est Sylvain Agbaï. Oui, monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Et nos condoléances pour nos enfants, nos petits frères qui sont partis là. Merci. Et il y a un journaliste qui vient de dire que c'est
l'irresponsabilité des sociétés. C'est pas l'irresponsabilité des sociétés. C'est ceux qui donnent des recommandations qui sont irresponsables. Ceux qui disent fermer les trous et la société ne ferme pas, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui sont irresponsables. Et pour ce qui concerne M. Agbouémé Kodjo, là, moi je dis c'est un terrain trop glissant sur lequel le pouvoir veut s'aventurer. Agbouémé estime qu'il a gagné. Et la Cour constitutionnelle a donné le résultat final. Donc, vaut mieux qu'il s'asseye pour discuter. Les procédures là, c'est pour envoyer directement Agbouémé Kodjo en prison. On connaît ce pays. Il n'a qu'à s'asseoir pour discuter. Sinon, c'est un terrain vraiment trop glissant. Selon la situation que nous vivons actuellement, vraiment, c'est un terrain trop glissant. Faut qu'il s'asseye pour discuter. Même dans une famille, même si la femme et son mari ne s'entendent pas, ils discutent toujours. Oui, mais en même temps, Sylvain, je vous comprends, mais en même temps, dans un pays, il y a des lois. Et quand non, ceux qui se donnent la loi, là, est-ce qu'ils respectent? Il y a des gens qui ont mangé l'argent des morts dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. La route, votre route, Lubé-Boga, est-ce que c'est fait? Il y a des gens qui ont mangé l'argent. Le procureur ne se désiste pas. Et ce n'est pas votre route à vous, c'est notre route à nous tous. Oui, non, c'est votre route, ça mène directement chez vous. Donc, il n'a qu'à arrêter un peu là, monsieur. Merci. Je voulais juste rappeler qu'il y a quand même des lois de notre pays que le procureur, je ne sais pas, procureur de la République ou près de la Cour suprême a rappelé pour dire que quand même dans un pays, les lois sont faites pour être respectées. Le suivant, bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo. Maglo. Oui. Je me demande pourquoi il y a toute une histoire polémique autour de levée d'immunité d'Agbouémé. Le parti au pouvoir même sait, ils savent qu'ils n'ont même pas besoin de cette procédure. Ils ont l'habitude de piétiner les lois. Et j'avoue que Agbouémé, en son temps, aurait voté cette levée d'immunité facilement. Il nous l'a montré des fois, maintes fois. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a cette polémique. Le problème n'est pas là-bas. Mais je voudrais seulement dire aux députés élus, moi je ne dirais pas nommés, ils sont élus, puisque ça nous confère d'être légaliste, je le suis aussi. Alors, je voudrais leur dire tout simplement que chacun a son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est Agbouémé. Et demain, ce sera le tour de qui? Point d'interrogation. Merci. Voilà. Merci. Un auditeur nous rappelle qu'il y a quelques années, le même Agbouémé avait intenté un procès contre Maître Yovi Agbouibo. Cette procédure souffrait tellement d'irrégularités, mais la justice avait condamné Agbouibo qui avait fait la prison en son temps pour confirmer, comme M. Maglo le disait, que chacun a effectivement son tour chez le coiffeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Oui. Tout d'abord, mes condoléances pour nos petits-enfants qui sont décédés. Merci beaucoup. Mais les gens, la société, qu'est-ce qu'elle fait? Si on leur a demandé de remblayer là-bas, ils ne l'ont pas fait, il faut les accuser. C'est une peine pour eux. Maintenant, socialement, le gouvernement, à partir du président de la République, qu'il décrète quelque chose et assurer, donner quelque chose qui puisse contenter les parents. Je viens maintenant en politique. C'est ça. C'est vous qui nous renseignez. Hier, Nana FM, vous avez écouté, je ne sais si vous avez écouté, vos collègues, comment il s'appelle? Il est je ne sais pas. Il a entretenu une conférence et du Godot dimanche. Il a dit que non, lui il a tout vu, que Agbouémé, le président Agbouémé, excusez-moi, le président Agbouémé, c'est ce problème, et que Madame Adjamabo et son collègue se sont querellés qu'il n'y a pas de gens du président Agbouémé dans certains bureaux, tout ça là. Deuxièmement, les gens sont divisés, on les divise. Vous avez écouté hier là, sur les réseaux sociaux, on vous dit, le Monseigneur Kodjo,
qui est encore revenu à la CAQ en disant le plus fort est quoi, la C14 ANC. Vous voyez tout ça là. Où est-ce que nous allons, monsieur Sass? Vous-même, que les Togolais même, nous voyons dans quelle direction aller. Je ne sais pas. Bon, vous voyez, oui. On divise les gens. Le monseigneur Kodro, hier, il est revenu. Bon, si les prêtres, les fadas sont allés, qu'est-ce qu'on aboutira à quoi? Ceux-là, ils sont déjà déclarés. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses, mais je préfère laisser à certains. Donc, les choses à Gourmet sont partis. Maintenant, les autres, le prêtre, qui est toujours contre eux. Or, on a demandé à Fabre a demandé à Gourmet d'amener les preuves avant que lui ne soit derrière lui. Merci beaucoup. Papa Sibiti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent ici et là, mais nous faisons l'effort au Club de la Presse de nous en tenir au fait le plus avéré possible. Nous allons terminer par l'ami en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est Gérard. Gérard, oui. Merci. Et s'il vous plaît, est-ce que jusqu'à ce jour, le candidat Agbeome ou bien les autres opposants, ils ont pu regrouper ce qu'ils ont pu retenir pendant le vote? Vous les avez eus, vous les journalistes? Allez-y, Gérard. Bon, puisque nous voulons nous prononcer depuis, parce que sur le plateau, nous entendons des gens qui ne sont même pas conditionnels dans leurs propos. Il faut que l'opinion nous situe vraiment. Qui a gagné? C'est par rapport à quoi on dit que celui-là a gagné ou bien n'a pas gagné. Ça nous inquiète pour que nos enfants aussi pouvaient apprendre de nous. Le canal, Radio-Canal est écouté un peu partout dans les hameaux reculés. Il faut que nous savons aussi tenir des propos, quoi. Au moins, il faut que nous soyons conditionnels au moins. Sinon, plus de précision, comme si on a assisté au fait, ce n'est pas bon. Merci. Bon, maintenant, par rapport à la Constitution, il y a des termes aussi que moi je n'apprécie pas trop. Dit que notre Constitution a des lacunes. Non, telle elle est écrite. Elle peut être changée. À tout moment où on trouve qu'on peut changer, on peut aussi changer. Mais dit qu'il y a des lacunes, c'est des insultes à nous-mêmes, à nos endroits. Et moi je me dis, si c'est quelqu'un d'autre peut-être qui a gagné aujourd'hui, peut-être qu'il a tout le temps de préparer son investiture. Ce n'est pas une lacune au fait. S'il y a vraiment une compréhension, ce n'est pas une lacune au fait. C'est l'inverse plutôt qui serait une lacune. Merci. Eh bien, nous sommes dans une période très sensible. Beaucoup d'informations circulent avec beaucoup de passion, mais nous faisons l'effort de nous élever autant que possible au-dessus de la mêlée et de ne vous dire que des choses le plus avérées possible. C'est dans ce sens que nous venons d'apprendre de sources sûres de l'Assemblée nationale que la séance plénière vient d'être suspendue. Les députés sont en train de se concerter. C'est après qu'ils passeront au vote par bulletin secret conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, actuellement, la plénière est suspendue. Les députés se concertent. Après, ils vont rentrer en salle pour décider au bulletin secret sur le sort de l'immunité du député Agboyobe. Didier Assogba. Moi, j'aimerais me prononcer sur l'intervention de notre dernier ami. En fait, quand nous disons, quand il est dit qu'il y a des lacunes dans la Constitution, faut pas qu'il dise que c'est de l'insulte. Ça peut-être réveille chez chacun des Togolais peut-être de la volonté d'apporter son avis pour améliorer les tests. J'ai écouté le président de la République, M. Faure Gnassingbé, au cours de la campagne électorale, dire que notre processus électoral n'est pas parfait, qu'il y a des lacunes, mais qu'à chaque processus, on est en train de parfaire. Donc, si la constitution togolaise n'est pas parfaite, c'est parce qu'il y a des lacunes. Par exemple, la Cour constitutionnelle a dit que l'article 63, qui prévoit la prestation de serment, n'a pas prévu l'hypothèse d'une élection du président de la République dès le premier tour. Et donc, le test dit que le président de la République élu presque seulement 15 jours après la proclamation officielle des résultats
Mais la Cour constitutionnelle a pris soin de dire dans son avis que cette disposition-là n'a pas prévu que le président de la République soit élu dès le premier tour. Et donc, ça, par exemple, c'est ce que nous appelons lacune. C'est pas de l'insulte, mais on peut prévoir qu'il y a des alinéas qu'on peut ajouter dans le cadre pour clarifier dans le cadre d'une prochaine révision. Nous sommes dans un processus de démocratisation. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas non plus bon et on ne peut pas à ce faire niveau, le procès. Il faut rappeler la contribution que nous apporte ce dernier qui dit que ces articles afférents à la prestation de serment du président de la République n'ont jamais été modifiés depuis que nous avons adopté la Constitution par référendum en septembre 92. Et en ajoutant cette précision de la Cour constitutionnelle, ça peut amener les uns les autres à comprendre qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là. Parce que pour une fois, le président de la République a été élu dès le premier tour, alors que cette disposition-là prévoit une élection au terme du deuxième tour, et donc à l'issue du deuxième tour, 15 jours après la proclamation des résultats. Sauf que Didier, c'est pas pour une fois. Déjà sous la Constitution, Faure Gnassingbé Yadema avait été élu au premier tour en 93 et 98. C'est après, et puis en 2003, 2005, non, oui, 2003, et puis Faure Gnassingbé élu également au premier tour en 2005, 2010, 2015. Mais c'est maintenant que cette question-là s'expose. Et chacun en sa position. Naturellement, avant que il y a Jean-Baptiste aussi qui attend depuis. Oui, Jean-Baptiste. Je crois que notre dernier auditeur qui disait que quand nous disons que notre constitution a des lacunes, que nous n'insultons pas. Didier a déjà expliqué ça. Oui, mais c'est pour lui dire, il y a un article, si le temps ne permet pas, il n'a qu'à prendre l'article 158 de la Constitution, il va voir le deuxième alinéa, quand il lit ça, c'est un article qui est taillé sur mesure. C'est-à-dire que c'est en direction d'une seule personne. Alors que la loi, les caractéristiques de la loi, quand il va à l'université, déjà à la première année de droit, on dit que la loi est impersonnelle. Mais ici, quand il lit l'article 58 alinéa 2, il va comprendre clairement que cette loi est taillée sur mesure pour une personne. Merci. Le débat reste ouvert. Je voudrais sincèrement dire merci aux trois auditeurs qui se sont quand même intéressés à ce drame des 4 jeunes enfants qui ont trouvé cette mort atroce à Koumapé sur la carrière des phosphates. Nous avons aujourd'hui le démenti que la politique intéresse, mais nous savons également nous intéresser, nous montrer préoccupés par des questions de proximité. Maintenant, nous allons écouter vos cartons de fin d'émission. Jean-Baptiste Atisso. Moi j'ai un carton rouge, rouge à décerner aux hommes de Dieu qui sont d'abord président de l'Union musulmane, au président aux autres responsables des religions qui ne sont pas catholiques, parce que je ne peux pas comprendre que en tant que pasteur d'une église où l'intérêt des fidèles est en jeu, on ne puisse pas se lever et se prononcer contre l'injustice dans un pays. Ça ne se comprend pas. Je vous rappelle juste qu'il y a séparation entre l'église et l'État. Oui, le clergé a ses fidèles, mais nous parlons ici en termes de citoyens de la République. On est citoyen. Je n'en disconviens pas. Mais c'est que il ne peut pas être indifférent quand la cité est en danger. Votre carton? Non, moi j'ai pas de carton. Mais essayons quand même de construire notre République. Et essayons quand même de comprendre que ni la force ni la loi ne règlent pas tous les problèmes. Merci. Continuons à méditer cette citation de Baruch Spinoza qui écrit « L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. » Bon appétit et rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.